Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, maltraitance d'un enfant à ciel ouvert à Douala, séquestré au domicile de son tuteur au quartier Mboko dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Le jeune homme de 10 ans subissait tortures et sévices corporels jusqu'à sa libération par des regards curieux. Hémodialysé du Nord-Ouest, transformé en balle de ping-pong entre le directeur de l'hôpital régional de Bamenda et le délégué régional de la santé publique du Nord-Ouest. L'un leur demande d'aller se soigner ailleurs, tandis que l'autre leur demande de ne pas bouger d'un pouce. C'est donc un clash ouvert entre le docteur Delis Nsameh et le docteur Kingsley Chesso. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, un petit garçon de 10 ans maltraité et torturé dans un domicile à Douala. La désobéissance de cet enfant serait à l'origine des sévices corporels qu'il a reçus, affirme son tuteur résidant au quartier Mboko. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. On voit tout cela dans cette enquête que signent Daniel Warren 2 et Donald Brice Kamgan. Une vidéo de près de 3 minutes, filmée par un voisin. On y voit un homme tenu des jambes, un enfant dont la tête et le corps sont suspendus dans un fût. La victime pousse des cris de détresse, mais en vain. Des images mettant en scène le petit Joachim et son tuteur. C'est ici, dans cette maison, au lieu d'Imboko Saint-Tropez, que ces actes de torture se produisent. Les faits ont soulevé une levée de boucliers dans le quartier depuis le 22 décembre dernier, date à laquelle un voisin a immortalisé cette scène de torture. Cet homme, qui souhaite rester anonyme, habite non loin. Il nous révèle la gravité des tortures subies par l'enfant. La vidéo qui circule aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'a rien à voir. C'est une vidéo qui est très minable, je vais dire comme ça. Parce que ce que nous voyons souvent, il enchaîne l'enfant. Il met l'enfant dans un tonneau. Et il le fait souffrir dans sa chair. Il le prive de nourriture. À l'enfant. C'est l'instinct de suivi qui fait en sorte que l'enfant parfois escalade pour demander à manger aux voisins. Joachim n'a que 7 ans. Il fréquente de cette école, l'école maternelle et primaire Valérine et Honorine. Si son directeur n'affirme pas de façon péremptoire que les sévices y sont pour quelque chose, il révèle que les performances scolaires du jeune garçon, inscrit au cours préparatoire ici, ont chuté drastiquement. Ah oui, il y a une baisse, il faut le dire. Il y a une baisse au niveau de ses performances. Il faut même dire que la dernière évaluation qui permettait aux enfants d'aller en congé, il a été évalué. Il a eu une évaluation décalée, c'est-à-dire qu'il n'a pas été évalué le même jour que les autres. Oui, parce qu'il était absent le jour de l'évaluation. Sieur Gabriel Com est l'auteur présumé de ces actes de violence sur l'enfant de 7 ans. Joint au téléphone, le mis en cause avance les sorties nocturnes répétées de Joachim. Mais le vœu des riverains est de voir les autorités agir au plus vite afin de préserver la vie de l'enfant. Il attache l'enfant avec une corde. Il attache les mains, il attache les pieds comme un animal. Si les autorités compétentes peuvent écouter ce que nous sommes en train de dire et venir à l'aide, au secours de ces gamins, ça nous ferait vraiment plaisir. Joachim est né d'une précédente union entre sa maman, qui vit dans cette concession, et un père divorcé. D'après nos informations, l'enfant en détresse est au moins à sa 5e fugue de la maison familiale. Mis au courant des sévices corporels de la victime, les autorités ont entendu le tuteur tortionnaire sur procès verbal. Le retrait du petit Joachim de la maison familiale est envisagé par le service social. La délégation régionale des affaires sociales du littoral est informée du scandale.
Bagarre autour des hémodialysés du Nord-Ouest. Le directeur de l'hôpital régional de Bamenda et le délégué régional de la santé publique à couteau tiré sur la gestion des malades. Faute d'équipement dans son hôpital, le docteur Denis Samet a demandé aux malades d'aller se soigner ailleurs. Mais le délégué régional Kingsley Tchesso l'a pris à contre-pied, demandant aux patients de ne pas bouger. On voit tout cela dans ce reportage d'Eric Fopoussi. Le centre d'hémodialyse de Bamenda est-il fermé provisoirement? Fruit d'une promesse du chef de l'État lors de son traditionnel message à la nation le 31 décembre 2007 et créé en 2009, ce centre est au cœur d'un cafouillage communicationnel. Le 4 janvier 2021, le directeur de l'hôpital régional de Bamenda déclare dans un communiqué que l'unique centre d'hémodialyse de toute la région du Nord-Ouest est temporairement fermé après des pannes successives de ces machines. Le docteur Denis Samet conseille alors aux patients dialysés de se faire soigner dans d'autres centres à travers le pays. Sauf que quelques heures plus tard, le délégué régional de la santé publique du Nord-Ouest, le docteur Kingsley Tchesso, contredit cette version en démentant la fermeture du centre. La même posture est adoptée par le ministre de la Santé publique. Sur son compte Twitter, lundi 4 janvier 2021, le docteur Manaouda Malachi affirme que le centre d'hémodialyse de Bamenda n'est pas du tout fermé et qu'il recevra d'ailleurs 8 générateurs neufs dès mercredi 5 janvier au matin. Les essais se feront aussitôt pour un meilleur service. Des déclarations contradictoires que ne manque de relever l'honorable Jean-Michel Nithieu. Dans une sortie dans la presse et sur sa page Facebook, le député SDF déclare « Afin que nul n'en ignore, la dotation annuelle du centre d'hémodialyse de Bamenda contenue dans le budget du ministère de la Santé oscille entre 200 et 300 millions de francs CFA par an depuis une dizaine d'années. Il en est de même dans tous les centres d'hémodialyse logés dans d'autres chefs-lieux de région. Que fait-on avec cet argent pour qu'on en arrive à la fermeture de ce centre d'hémodialyse pour dysfonctionnement des machines d'hémodialyse? Si le directeur de cet hôpital a rendu public ce communiqué, c'est parce qu'il en avait certainement ras-le-bol, conclut ainsi l'honorable Nithieu. Abandonné à lui-même et confronté à de multiples problèmes au fil des années, le centre d'hémodialyse de Bamenda n'a jamais disposé de ses propres techniciens de maintenance en presque 12 ans d'existence. La moindre panne des quelques maigres machines de ce centre d'hémodialyse doit obligatoirement être signalée au ministère pour qu'un technicien soit envoyé de Yaoundé, Bertoua ou de toute autre région du Cameroun pour réparation, témoigne un patient à Bamenda. En mai 2019, le centre avait seulement 6 machines fonctionnelles pour sauver plus de 65 patients, bien en deçà du ratio standard de 4 patients par machine. La situation oblige les patients à réduire leurs séances, c'est-à-dire 2 fois par semaine au lieu de 4. L'on apprend que la seule machine jusqu'ici valide a été utilisée la dernière fois, le 2 janvier 2021, avant de tomber elle aussi en panne. Sur place à Bamenda, les malades souffrant d'insuffisance rénale chronique prévoient de faire grève si la situation ne s'améliore pas. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Bamenda 3e va en guerre contre les ghost towns décrétés par les séparatistes. L'autorité administrative a fait apposer des scellés sur les commerces qui ont respecté le mot d'ordre de ville morte en cours dans les 2 régions anglophones. Malgré tout, les populations redoutent des représailles des sécessionnistes. D'autres précisions dans ce reportage de Dalastiana, Xavier Foka. Le lundi 4 janvier 2021 était à l'image de plusieurs autres dans le 3e arrondissement de Bamenda. Les rues sont désertes, les lieux de commerce sont fermés. Il s'agit là du ghost town, imposé par les séparatistes depuis au moins 3 ans. Une situation qui exaspère l'autorité administrative locale. Le sous-préfet, Bassele King Georges Magloire, est personnellement allé dans les lieux de commerce mener la campagne contre l'opération ghost town. Il a lui-même ordonné d'apposer des scellés sur des magasins restés fermés. Le geste a été répété à plusieurs endroits de la ville. Une opération qui a pour but de lutter contre l'ordre public
économique qui a été profondément troublé dans notre arrondissement. Durant cette descente, les indécis ont été d'une certaine manière forcés d'ouvrir les portes. Et qui ouvre normalement ça petit comme d'habitude. Monsieur, ouvrez, soit vous ouvrez, vous n'ouvrez pas. Et dit là-bas, ouvrez. Ouvrez la porte de la manchette. Ouvrez ça. D'autres revendiquent la légitimité de leur acte. Ce n'est pas bien. Je suis au travail. Le manager est venu ouvrir tout à l'heure. Donc le fait là passer, il n'est pas le yam. Le sous-préfet Baseleke Georges Magloire indique que les opérateurs économiques de son unité de commandement ont été tous informés de la dite opération. C'est une opération qui vient à la suite de plusieurs réunions de sensibilisation. Dans tout le mois de décembre, nous nous sommes entretenus avec les opérateurs économiques. Il était question donc dès le premier jour de l'année 2021, tous les opérateurs économiques soient effectivement en activité. Malgré cette opération, ce mardi, même si quelques véhicules ont circulé, les commerces sont toujours restés fermés par peur des représailles annoncées lundi par les séparatistes. Certains propriétaires de commerce se plaignent du fait que le siège de la mairie de la ville n'a pas été scellé, alors qu'il est aussi resté fermé. Le sous-préfet précise que cette opération se poursuivra jusqu'à la reprise normale des activités économiques dans cet arrondissement. Reprise des cours du deuxième trimestre, élèves et enseignants de la localité de Loum face au défi du respect des mesures barrières contre la Covid-19 et la gestion du système de mi-temps. Voilà une équation à 1000 inconnus que devra résoudre la communauté éducative de cette localité durant le deuxième trimestre qui a démarré hier lundi 4 janvier. Cyril Ndiemba et Cédric Nding. Le train de la rentrée scolaire dans la ville de Loum a officiellement quitté la gare ce lundi 4 janvier 2021. Dès les premières lueurs du jour, élèves et enseignants ont pour la plupart répondu présents, même si les visages de certains trahissent encore les difficultés de retard à l'allumage. Beaucoup d'élèves sont arrivés en retard ce matin, sûrement parce qu'ils ont encore dans leur esprit les prolongations de la fête. Il y a aussi eu beaucoup d'absents. Nous interpellons donc ces élèves retardataires et les absents de se rattraper le plus tôt possible parce que le troisième trimestre est figurant et le deuxième trimestre n'a pour moi plein que celui de janvier, comme je disais tout à l'heure. Il faut qu'ils se mettent résolument au travail et que l'esprit d'absentéisme et de retard parte de leur mentalité. Ici, au lycée de Manjo, c'est à l'entrée du portail que les élèves se heurtent aux premières mesures de sécurité. Port de masque, thermoflash, point de lavage de mains, tout y est. Une fois dans la grande cour, le discours du chef d'établissement donne effectivement le coup d'envoi du second trimestre. Voilà donc, vous savez qu'avec le système de mi-temps, c'est pas toujours facile. Mettez-vous au travail, doublez les efforts. Autre lieu, même son de cloche. Au lycée technique de Loum, on prend les mêmes et on recommence, à une différence près. C'est un discours de proximité auquel se livre le proviseur, faisant le tour des salles de classe, histoire de constater le respect des mesures de distanciation. La réussite pour l'échec, être assidu et ponctuel, ok? Vous devez faire tous les devoirs, parce que l'accent sera mis sur les révisions, sur les travaux dirigés. Aucun exercice ne sera de trop. Mettez toutes les chances de votre côté et alors vous réussirez. Des discours qui visiblement ont trouvé écho et fait leur petit effet auprès des apprenants. Selon le premier trimestre, ma moyenne n'a pas été satisfaisante et ce matin, le proviseur nous a interpellés sur cela de nous mettre enfin au travail parce que très déterminant pour nous. Et cela marque la fin de l'année scolaire et devons nous mettre au travail pour qu'enfin nous puissions obtenir notre examen en fin d'année. Nous sommes conscients de tous les défis qui nous attendent au deuxième trimestre, vu la situation sanitaire qui, malgré la situation sanitaire qui règne dans tout le monde entier et qui bouleverse nos programmes d'études. Mais nous allons mieux travailler au deuxième trimestre et redoubler plus d'efforts parce que c'est à partir de maintenant que l'examen commence vraiment. Et nous prions au Seigneur Dieu de nous venir en aide et qu'il fait en sorte que tous les élèves en classe d'examen puissent avoir les différents examens. Un vœu pieux
mais dont la réalisation passe par le respect d'un certain nombre de préalables. Un trimestre déterminant parce que les enfants, cette fois-ci, doivent se mettre au travail. Le trimestre n'est pas long, il sera court également, mais très déterminant parce que c'est le trimestre de préparation des examens officiels. Professeurs et élèves doivent doubler d'ardeur. C'est plus que jamais le lieu de mettre en pratique les e-learning. Une méthode d'apprentissage qui devrait permettre de clore un programme déjà tronqué à la fois par la pandémie de Covid-19 et le système de mi-temps. Jean Kueté, désormais dans ses fonctions de maire. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas du secrétaire général du comité central du RDPC. Le Jean Kueté de Melon, élu en février 2020, devra se mettre résolument au travail pour le développement de la ville et la promotion de la paix. Recommandation lui a été faite par le préfet du Mungo au cours de sa cérémonie d'installation. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Diemba et Julie Nguenyondé. Travailler pour le bien-être des populations, instaurer un climat de paix, promouvoir le développement de la localité, telles sont quelques missions assignées à Jean Kueté et ses collaborateurs, récemment installés dans leurs fonctions de maire et maire adjoint dans la commune de Melon, dans le département du Mungo. Une zone où l'activité agricole se heurte à l'enclavement des routes. Qui ne nous oublie pas pour les pistes du champ. Parce que sortir du champ, c'est trop pénible. La promesse qu'il nous avait faite. Le préfet du Mungo, qui procède à l'installation du maire, insiste sur le respect de la feuille de route qui lui est dressée. Le maire doit mettre en œuvre la politique de décentralisation, doit promouvoir le développement socio-économique de sa commune, tel que prescrit justement par le code de la décentralisation. Nous rappelons à M. le maire et à ses adjoints les contours juridiques, les contours légaux qui doivent encadrer cette mission visant la promotion du développement de la localité. Jean Kueté, quant à lui, dit être conscient des défis qui l'attendent et pense rectifier le tir au moment où il entame son second mandat. À faire beaucoup de choses dans le but de faire notre travail qui est celui-là. Nous avions accepté d'aider les populations à sortir de la misère. Liberté de la presse au Cameroun, le pays de Paul Biya perd 3 places au classement de l'ONG Reporters sans frontières. L'arrestation et détention arbitraire des journalistes durant l'année 2020 ont fait dégringoler le Cameroun de la 131e place au 134e rang mondial. Le Conseil national de la communication juge exagéré ce classement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, à l'étranger, présidentielle du 14 janvier en Ouganda, le coronavirus plombe la campagne électorale. Plusieurs meetings du principal candidat de l'opposition ont été annulés. Bobi Wine appelle ses partisans à la mobilisation. Cependant, en République centrafricaine, le président sortant Faustin Archange Touadéra et ses militants ou partisans jubilent la victoire à la présidentielle du 27 décembre dernier. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. 53,92% des voix pour le président Faustin Archange Touadéra à la dernière élection présidentielle en République centrafricaine. Selon les résultats provisoires globaux donnés par l'autorité nationale des élections, il dévance Anissé Georges Dologuélé qui totalise 21,01% des suffrages et Martin Ziguélé en troisième position à 7,46%. Ces résultats doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle au plus tard le 19 janvier. L'opposition annonce d'ores et déjà qu'elle contestera les résultats. Elle dénonce entre autres des fraudes massives, un manque de transparence et le fait que de nombreux Centrafricains n'ont pas pu se rendre aux urnes. Les résultats proclamés lundi ne portent en effet que sur la moitié des bureaux de vote du pays.
Le taux de participation est de 76,31%, un pourcentage uniquement calculé sur la base des 910 000 électeurs inscrits, soit la moitié environ des 1,8 million d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Au Niger, le pays observe 3 jours de deuil national après les attaques perpétrées près de la frontière malienne samedi dernier. Au moins 100 civils ont été tués. Il a été décidé un deuil national de 3 jours, mais aussi de renforcer la sécurité dans la zone et d'apporter un appui aux populations. Selon une annonce faite par le ministre de l'Intérieur du Niger, il annonce également qu'un forum va être organisé dans la région pour prévenir les risques de conflits intercommunautaires. Il n'y a pas eu de revendication concernant les attaques de samedi dernier, mais les autorités mettent tout en œuvre afin de traquer les auteurs de ces tueries. Et puis en Ouganda, la campagne présidentielle en vue de l'élection du 14 janvier se poursuit. L'un des candidats, Bobi Wine, promet de lutter contre les irrégularités. Empêché par les forces de police ougandaises de rassembler ses partisans, il promet de se lever contre toutes les illégalités et les irrégularités qui se produiraient dans l'élection présidentielle du 14 janvier. À l'approche du scrutin, l'opposant numéro 1 du président Yoweri Museveni a été détenu à plusieurs reprises par les forces de police qui affirment que ces meetings de campagne étaient des actes susceptibles de propager une maladie infectieuse et des infractions aux règles sur le Covid-19. Il appelle ses partisans à se mobiliser dans les rues, mais surtout dans les urnes. Détenu à plusieurs reprises, la dernière arrestation de Bobi Wine en mi-novembre avait déclenché de violents affrontements, faisant au moins 54 morts. À l'approche des élections, la situation est tendue à Kampala. Parlons sport à présent. CHAN 2021. Quelle équipe A-Prime du Cameroun pour remporter la compétition? Les poulains de Martin Tungo Pilé de contre-performance en contre-performance. Ils ont été battus hier en amical par le Niger à 9 jours du match d'ouverture contre le Zimbabwe. Sylvestre Zangao. 4 matchs, 2 défaites, 2 nuls. C'est le bilan de l'équipe nationale de football A-Prime du Cameroun lors de ses dernières sorties. À une dizaine de jours du CHAN, l'équipe de Martin Tungumpile ouvre le bal le 16 janvier contre le Zimbabwe au stade omnisport Amadou Aïdje de Yaoundé. Pour le technicien de football Henri Manga, cette sélection a encore beaucoup de choses à corriger pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Un axe central très poreux, une concentration de balles approximative après la médiane, parce que cette équipe du Cameroun a ce véritable problème, conserver le ballon dans la phase d'approche, même si de temps en temps elle joue bien sur le plan latéral, mais lorsqu'il faut engager des actions de rupture, lorsqu'il faut forcer la défense centrale adverse, il n'y a vraiment pas un attaquant qui a du cran. Le Cameroun qui dispute le tournoi Mini-Chan, organisé par la Fédération camerounaise de football, a fait jeu égal contre l'Ouganda, 1 but partout, et a été battu par le Niger, 2 buts à 1. Une défaite qui suscite des inquiétudes, affirme Henri Manga. Ces Lions A-Prime inquiète sérieusement. Le ministre de l'Éducation physique est parti du stade avec un visage complètement fermé. Ça augure franchement beaucoup d'inquiétudes avant le début de ce CHAN sur le plan sportif. Une dizaine de jours donc pour rectifier le tir. Selon les prescriptions du ministre des Sports et de l'Éducation physique, les Lions A-Prime doivent se qualifier pour la finale du CHAN et tout mettre en œuvre pour la remporter. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Serge Alain autour pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Julien Berthe Bissaïd, présidentielle en République centrafricaine. La présidentielle a eu lieu, vous le savez, le 27 décembre dernier. Et le président sortant, le professeur Faustin Archange Touadéra, réélu dès le premier tour. L'information a été rendue publique hier lundi 4 janvier 2020 par l'ANE, l'organe en charge des élections en République centrafricaine. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a été réélu avec près de 60% de suffrages, une réélection contestée par l'opposition qui évoque une fraude massive. Serge Aloto. Voilà, on ne peut pas sortir sans vous êtes une femme. On va parler un peu de maltraitance, si dans cette deuxième partie. On a vu en ouverture du journal.
Il faut dire, Serge Lotou, que c'est un cas patent de maltraitance infantile. Le petit Joachim, 7 ans, a subi des sévices corporels et tortures de la part de son tuteur qui évoque une désobéissance de la part de ce dernier. Et vous avez suivi la réaction de son directeur qui affirme ou a affirmé que les performances de cet élève ont drastiquement chuté. Serge Voilà, Lotou. madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qui en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, JBB, Julien Bert Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Lotou. Rendez-vous demain. 20h.